Je vais démarrer en faisant 3 avertissements et vous allez comprendre d'où je parle, mais surtout d'où l'équipe avec laquelle j'ai travaillé parle. D'accord. Je pense qu'on a privilégié la pluridisciplinarité. C'est ce qui me semble être le fondement de la réflexion et que justement le programme PUCA-POPSU nous a permis de mettre en place. Donc 3 petits avertissements pour démarrer. Donc le premier, ce que je vais présenter aujourd'hui, est une partie de la recherche qui est le résultat d'un travail collectif, pluridisciplinaire, travail que j'ai exercé avec Frédéric Hernandez et Philippe Méjean. Donc nous sommes sur un trio qui représente à la fois l'architecture, l'urbanisme, un politiste, voilà, je cherchais entre la politique et puis donc géographie si vous voulez, c'est effectivement ma formation initiale, mais j'ai une double formation et je suis à cette tribune plutôt avec le vocable et la casquette d'urbaniste, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc travail pluridisciplinaire, premier avertissement. Deuxième avertissement, Alain Bourdin a proposé de travailler sur l'exercice comparatif. On peut aussi, en termes de recherche, monter le propos en généralité. Et je pense que cet exercice, monter le propos en généralité, est particulièrement délicat pour une recherche sur la ville de Marseille, tant les caractéristiques de cette ville sont des caractéristiques prégnantes, parfois exceptionnelles, notamment en termes de taille, en termes d'organisation socio-spatiale, avec un centre resté populaire, et surtout en termes de pauvreté et précarité. Quand on regarde le rapport de l'OCDE qui a été publié en décembre 2013, dans le cadre de la réunion ministérielle du Comité des politiques de développement territorial, il parle d'une des métropoles françaises les plus inégalitaires en matière de revenus et de chômage, et il précise « La métropole provençale », ce terme devrait d'ailleurs être réinterrogé, mais je dis bien « La métropole provençale comprend des poches de pauvreté qui sont plus prononcées que celles des autres agglomérations françaises ». Dernier petit avertissement, dans la mesure où la loi MAPAM sur les métropoles et l'action publique donc de 2014 a annoncé la création de la métropole d'Aix-Marseille, Provence, pour le 1er janvier 2016, parler de la métropole pour Marseille recouvre en réalité deux aspects. La métropole au sens de grande agglomération et puis la métropole à statut particulier qui regroupera donc 6 intercommunalités, dont celle de Marseille-Provence Métropole, la communauté urbaine qui était donc notre interlocuteur sur cette recherche sur les fragilités urbaines. Alors, j'en viens à mon propos introductif, mais c'est promis, je tiendrai 20 minutes. L'équipe des enseignants-chercheurs mobilisés sur cette recherche a choisi de centrer son propos sur une analyse de la situation du centre-ville. Ce qui s'est avéré pertinent, alors vous pouvez dire actuellement on a plutôt des médias qui centrent sur des quartiers nord, mais volontairement nous avons choisi le centre-ville et vous allez comprendre pourquoi. C'est un choix qui s'est avéré pertinent puisque fin 2012, quand le tout premier dispositif partenarial de réflexion sur le projet métropolitain a été mis en place, figurait parmi les ateliers de diagnostic un atelier intitulé OIN Centre-Ville de Marseille, OIN Opération d'intérêt national. Par ailleurs, la ville de Marseille et Marseille-Provence Métropole ont signé en 2009 un engagement pour la requalification du centre-ville, posant clairement l'énoncé d'un paradoxe, je cite, où 2 systèmes de force, requalification tendant à hisser Marseille au rang de métropole, d'une part, et aggravation des situations de précarité sociale, tirent la capitale régionale dans des sens opposés. Donc l'intérêt pour le centre-ville est visiblement confirmé à travers les déclarations des différents acteurs, toujours préoccupés par son devenir, un centre qui est au cœur des débats sur la métropole. Ce choix territorial posé, la difficulté consistait à partir d'un questionnement sur les fragilités, en évitant de s'engouffrer dans les voies de l'évidence, notamment fragilité sociale, pauvreté, ou encore d'emprunter les sentiers battus. Je pense par exemple aux dynamiques qui sont très souvent explorées, dont Alain Bourdin a parlé, autour de la gentrification. Donc nous n'avons pas concentré notre propos dans un premier temps sur ce qu'étaient ces fragilités à Marseille, dans leur contenu, dans le centre-ville. Nous n'avons pas travaillé sur leurs évolutions.
En revanche, il nous est apparu nécessaire, pour comprendre la situation présente, d'interroger les politiques mises en œuvre et donc de reconstituer le récit de ces politiques. Alors, la situation présente du centre-ville, c'est quoi? C'est un centre toujours populaire qui, malgré 30 années d'intervention publique, n'est pas devenu le centre attractif, n'est pas devenu la vitrine de Marseille dynamique, n'est pas devenu le cœur de la métropole régionale. Et finalement, le fait de travailler à la reconstruction de ce récit nous a permis d'interroger l'action publique. Et nous avons, dans ce récit, interrogé 3 entrées, l'habitat, les déplacements et les espaces publics, en faisant l'hypothèse que les fragilités urbaines résidaient dans la conduite de ces politiques, marquées par l'ignorance ou la contradiction volontaire des besoins des résidents pour, à contresens, à contretemps, satisfaire la nouvelle population attendue. Donc le présent propos va s'organiser en 2 temps. Et le premier temps sur cette action publique comme possible fragilité urbaine. Et puis je parlerai de la manière dont nous aussi nous avons interrogé cette notion de fragilité et dont nous sommes passés de cette notion de fragilité à une dialectique d'un confort résidentiel, confort urbain, qui pourrait être une nouvelle piste pour interroger l'action publique. Donc, l'action publique, une fragilité, point d'interrogation. Je vais donc vous faire part des résultats de notre analyse des différentes politiques sur une trentaine d'années. On peut se dire effectivement qu'après ce temps relativement long de travaux, Marseille a été indéniablement recomposée, mais a été recomposée sans doute plus en termes de forme urbaine que sur le plan social. Alors que la municipalité a tenté d'attirer à travers ces transformations une nouvelle population de classe moyenne et supérieure faiblement représentée dans le centre, elle a accordé peu d'attention donc, aux difficultés des populations anciennement installées. C'est ce que Sylvain Allemand a proposé comme résumé de mon intervention. Et ces populations étaient plutôt les spectatrices des changements en cours. Donc, que dit le récit de ces politiques mises en œuvre qui peuvent s'apparenter à des fragilités de pilotage? Quand on regarde voilà, ce récit, voilà ce que l'on peut résumer brièvement sur l'action publique qui a été menée dans le centre de Marseille. Elle s'inscrit plutôt dans une logique de correction des États et non de prise en charge globale des situations. Elle n'a eu de cesse de vouloir passer d'un État à un autre et elle raisonne plutôt en termes d'État et non de processus, ou autrement dit, elle privilégie une approche par les faits plutôt qu'une approche dynamique. Donc l'action publique est restée dans le registre de l'inflexion par le biais d'interventions sectorielles, action sociale, déplacement, logement, et donc éloignée de la démarche systémique du projet. Pour autant, la rhétorique du projet est abondamment mobilisée au fil des périodes observées, mais sur un mode plutôt performatif. N'étant pas dans le registre du projet, l'action publique, nous venons de le voir, reste plutôt dans des logiques sectorielles qui sont elles-mêmes encadrées par des procédures largement surdéterminées par les politiques nationales. Et qui plus est, dans le contexte marseillais, on l'a vu d'ailleurs ces derniers temps, les calendriers nationaux sont très fréquemment instrumentalisés dans l'urgence et l'action publique ne se donne pas les moyens de produire les données de connaissance avec la finesse requise, s'agissant notamment des populations, de leurs demandes sociales, des pratiques, des parcours, ni de comprendre la situation singulière de ce territoire qui rejoue dans les épisodes successifs son rôle d'accueil ou de sas pour les populations dites en transit. L'action publique donc ne s'inscrit pas dans un projet visant le vivre ensemble et ne permet pas la mise en regard entre la recherche d'attractivité, qui est effectivement nécessaire et indispensable par rapport à la construction de la métropole, et la prise en compte de la pauvreté urbaine ou des processus de précarisation de l'hypercentre. Donc l'action publique est certes en capacité de réduire les fragilités, mais elle est aussi en capacité d'en produire.
Donc, je vous ai dit qu'en premier lieu, nous n'avions pas centré notre propos sur ce qu'étaient les fragilités, leur contenu dans Marseille, mais ceci dit, nous avons essayé de les repérer à travers justement l'analyse des différentes politiques publiques en regardant ce que les diagnostics disaient sur ces fragilités. Et ce qui est diagnostiqué dans les écrits dénonce en fait dégradation du bâti, paupérisation de la population résidente, état d'inconfort et de vétusté du logement, surdensification de la structure commerciale, pauvreté des équipements, détérioration et saleté des espaces publics, etc. etc. Et quand on interroge la population, on se rend compte bien évidemment que tous ces éléments de diagnostic sont au rendez-vous, puisque ces éléments-là font partie du quotidien de ces populations, mais les populations amènent également les chercheurs dans un autre registre, celui des ressentis. Et ce qu'elles peuvent exprimer, ce sont des sentiments d'asphyxie liés à la densité, à l'encerclement du quartier par un certain nombre de grandes opérations de prestige, un sentiment de rupture en termes d'ambiance, de malaise et d'insécurité, d'abandon par rapport aux politiques publiques, un sentiment d'une réhabilitation au rabais, d'un cadre de vie peu satisfaisant. Et si elles sont en capacité de dénoncer ces différents sentiments, c'est parce qu'elles compare bien évidemment avec la situation des autres quartiers et avec ce qui peut se programmer en d'autres lieux. Donc de là nous est venue l'idée de réinterroger la notion de fragilité. On s'est demandé si elle était pertinente pour traduire les situations hautement complexes et en se demandant si elle n'était pas trop réductrice justement de l'entrée sociale et s'il ne fallait pas regarder du côté d'autres notions. Donc en 2 temps, voilà comment nous sommes passés de la fragilité à la dialectique dont j'ai énoncé le contenu tout à l'heure. Premier temps, le passage de la fragilité à l'inconfort. Le croisement d'entretiens et des différents documents supports des politiques publiques urbaines, menés bien sûr dans l'objectif global de requalifier le cœur de ville, permet de comprendre qu'en améliorant le cadre de vie pour les futures populations, les acteurs du gouvernement local semblent faire l'hypothèse que, dans le même temps, et par effet induit, les réponses sont apportées aux besoins des populations en place. Et toutefois, l'analyse montre que ce rapport d'induction est loin d'être vérifié. Aussi, dans un second temps, il nous a semblé nécessaire d'opérer un glissement de la notion de fragilité urbaine vers celle d'inconfort, qui apparaît dans un certain nombre de textes récents traitant du centre-ville de Marseille, nouvelle notion qui doit elle-même être interrogée. Passer de la fragilité à l'inconfort n'est pas un exercice de style, ce n'est pas un simple changement de vocabulaire, mais ce passage permet, tout en embrassant un champ plus large, d'appréhender tant la situation des résidents du centre que celle des populations qui le fréquentent. Elle peut ainsi se décliner en inconfort résidentiel et inconfort urbain, ce qui oblige dans un contexte de requalification de la ville à interroger dans un même temps le confort urbain, résultat d'opérations souvent prestigieuses. Ces notions d'inconfort et de confort ont été travaillées par de nombreuses disciplines, statistiques, sociologie, architecture, philosophie et j'en passe. Étant nous-mêmes chercheurs en urbanisme, discipline de la conception, nous abordons ces notions par l'approche systémique qui est celle du projet urbain. Dans une ville dont le centre fait l'objet d'opérations visant son renouvellement depuis plus de 30 ans, les situations d'inconfort résidentiel perdurent. Et pour nous, ce terme ne renvoie pas à l'inconfort des logements, mais bien à l'inconfort à habiter un quartier ou plus largement une ville. Donc l'adjectif résidentiel fait ainsi référence à un inconfort du point de vue du résident, des équipements collectifs insuffisants, en mauvais état, une offre de logement inadaptée aux besoins, des problèmes récurrents de stationnement résidentiel, etc., etc. Donc il permet de dépasser largement la question sociale. Ainsi, améliorer le confort des logements d'un territoire, tel que cela a pu être fait grâce à la boîte à outils habituellement activée sur ces questions, OPA, PRI, RHI, ne suffit pas à produire du confort résidentiel. La notion d'inconfort résidentiel renvoie à la non-qualité de vie dans un espace, de la sphère la plus intime et privée à la sphère la plus publique, y compris l'accès aux aménités urbaines. En creux, elle peut faire écho à 2 notions, la notion de cadre de vie et de bien-être, qui a d'ailleurs été soulevée dans la première présentation, mais ces notions-là, en fait, ne permettent pas de distinguer le résident et le non-résident.
Or, ce qui nous semble indispensable, parce qu'elle donne à la notion d'inconfort sa vertu heuristique, c'est bien cette distinction entre résidents et non-résidents. Sur le territoire marseillais, elle est particulièrement importante puisque ce territoire central est en tension entre fonction résidentielle et fonction métropolitaine. Le rapport dialectique que nous vous proposons entre inconfort résidentiel et confort urbain, donc le deuxième temps de ce passage entre fragilité et donc autre notion, vient du paradoxe de la permanence de l'inconfort résidentiel, alors que l'amélioration du cadre de vie urbain et la qualité des espaces urbains sont à l'agenda des politiques locales, je vous l'ai dit, depuis une trentaine d'années. Donc, nous avons proposé ce rapport dialectique, puisque l'inconfort résidentiel renvoie à la ville vécue de l'intérieur par le résident, et le confort urbain s'adresse, lui, à la ville pratiquée de l'extérieur. Et cette dialectique permet de procéder à une relecture de l'action publique, de réinterroger les différentes familles d'actions mises en œuvre, comment l'action publique se répartit-elle sur l'une et l'autre de ces notions, quels sont entre elles les effets de réciprocité et ou de concurrence. Nos analyses donnent à voir une action publique de requalification du centre-ville qui, dans les faits, dissocie le confort urbain et le confort résidentiel. Elle semble faire de pari que l'un comporte automatiquement l'autre, c'est-à-dire que la production de confort urbain s'accompagnerait d'un regain de confort résidentiel. Et on constate depuis une quinzaine d'années le primat problématique du confort urbain, dont l'amélioration se fait au détriment du confort résidentiel. Et ce traitement dissocié produit les effets pénalisant le confort résidentiel. Il me reste 32 secondes. Bon, très bien. Alors, du coup, je passe à des éléments de conclusion qui vont me permettre de proposer deux, trois pistes. Premier élément de conclusion, nous tenions à remercier les agences d'urbanisme par rapport au rôle qu'elles peuvent jouer dans justement la collecte et la mise à disposition d'un certain nombre de documents, dont certains est bien évidemment élaborés par ces agences, parce que c'est grâce à ces documents que nous avons pu retracer ce récit des politiques publiques à Marseille. Et en examinant ces documents, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y avait dans ces documents des diagnostics particulièrement riches, des diagnostics qui pointaient des dysfonctionnements, des tendances, qui pointaient des risques. Mais la difficulté, c'est qu'apparemment, les stratégies mises en place par la suite n'ont pas tenu compte suffisamment de ces diagnostics. Et donc, ce que nous proposons comme premier élément de conclusion, c'est une réinstauration du diagnostic. Alors, un diagnostic, ça va rejoindre ce qu'Alain Bourdin proposait tout à l'heure, un diagnostic territorial à réhabiliter, qui peut bien sûr s'appuyer sur les données statistiques existantes, et les observatoires en font partie, mais surtout qui doit s'envisager comme un travail à partir d'une observation sensible des lieux, des pratiques urbaines et de la prise en compte des attentes des populations. Il ne s'agit pas de centrer le propos majoritairement sur les pratiques envisagées des populations attendues, ni d'appréhender les pratiques des résidents comme une contrainte, mais plutôt comme une expression de l'habité. Deuxième élément de la conclusion, l'envie de prendre un peu à contre-pied la question des échelles. On raisonne ici au niveau donc, des métropoles. Et donc, prendre le contre-pied, c'est interroger les espaces publics. Ce qui, de prime abord, peut apparaître comme un confetti, en réalité peut être envisagé dans le cadre d'un projet, non seulement comme un élément de composition urbaine et de régulation, mais aussi comme un laboratoire des articulations entre les acteurs de la fabrique urbaine. Il ne s'agit pas d'appréhender les espaces publics de manière isolée et autocentrée, mais de raisonner en termes de dispositifs et de publics visés. Autrement dit, s'interroger sur la fonction des espaces publics, sur leur destination et leur capacité à faire dialoguer tant les formes urbaines distinctes que les populations aux identités plurielles. Il ne s'agit pas de surinvestir la fonction de ces espaces publics dans l'amélioration du confort résidentiel et du confort urbain, mais plutôt de mettre en résonance les différents types d'espaces publics constitutifs d'une ville pour éviter la production d'une ville duale. La quête d'un positionnement métropolitain tend à privilégier l'urbanisme de la mise en scène, le plus souvent raccordé à une architecture du grand geste, aux dépens d'un urbanisme de proximité. Articuler ces deux types d'interventions constitue un véritable défi.
Dernier élément de conclusion, et j'en aurai fini. À l'heure où se prépare la consultation internationale pour la métropole Aix-Marseille-Provence, la réflexion se centre sur la métropole des liens. C'est ce terme-là que je souhaite interroger. Les liens sont certes ceux matérialisés par les infrastructures et concernent au plus près les déplacements nécessaires au développement économique, mais aussi aux populations, à leur quotidien, mais ils ne sont pas les seuls à être envisagés à travers ce terme de lien. Ces liens sont aussi ceux des échanges, de la rencontre, ceux qui facilitent la fameuse cohésion sociale attendue qu'évoquait tout à l'heure Alain Bourdin. Sans que le terme n'apparaisse, il s'agit bien d'améliorer le confort des métropolitains et pour ce faire, ne pas hésiter à interroger, valoriser le XXS pour un XXL de qualité. Ce sera mon mot de conclusion. Wow.